les conditions hygiéniques dans tout le pays, parfois très, très déplorables. Mais donc, il faut voir le matraquage qu'on subit sur la collectivisation. Donc, c'était une lutte de classe ouverte et féroce. Et elle a décidé de l'issue de la question agraire qui était en lutte depuis des siècles et qui a demandé des millions de morts sans aucun résultat avec tous les soulèvements. Mais donc, cette lutte a produit un tout nouveau système de l'agriculture qui a permis à l'Union soviétique de s'industrialiser et même de se nourrir contre le fascisme en pleine guerre. L'Union soviétique a été capable de moderniser son agriculture en moins de 8 ans. En 1929, donc c'est-à-dire au moment où la collectivisation commence, il y a en Union soviétique 18 000 tracteurs. En 1941, quand la guerre débute, il y en a 685 000. Donc ça fait une production de 660 000 tracteurs. Donc il n'y a aucun pays qui a industrialisé, modernisé son agriculture à un tel rythme. Ce qui a nourri les villes et qui a donné une base pour nourrir la population contre les fascistes. La 7e réalisation de Staline, que je veux brièvement souligner, c'est la révolution culturelle. Il y avait l'industrialisation, il y a la collectivisation, mais ça allait de pair avec une révolution culturelle. J'ai dit, c'est un pays d'analphabètes. Et donc, en 10 ans, ce pays a été tiré du Moyen-Âge pour entrer dans le monde moderne et pour produire des techniciens, des intellectuels, des techniques, des machines, des armes qui étaient capables d'affronter la puissance la plus avancée en Europe, l'Allemagne hitlérienne. Donc il faut savoir qu'en 1929, à la campagne, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de téléphone. Et donc, le temps moderne, en 10 ans, s'est implanté dans toute la campagne. Ce sont des efforts gigantesques. Presque l'ensemble de la paysannerie a été alphabétisée. Les bibliothèques, pour la première fois, ont été disséminées sur toute la campagne. Dans les bibliothèques, il y avait, au début de la construction, il y avait 46 millions de livres. Au début de la guerre, il y en avait 527 millions. Donc, ils ont produit presque 500 millions de livres pendant cette période. Il y avait, au début de la construction, il y avait 110 étudiants à l'université. Quand la guerre commence, ils sont 810 000. Donc de 110 000 à 810 000. Une multiplication d'environ 7. Donc ce sont quelques chiffres pour illustrer l'effort gigantesque, mais il s'est fait sur tous les domaines de l'instruction et de la culture, et aussi des arts. Et on peut dire que c'est la collectivisation et cette révolution culturelle dont le type que j'ai cité dans mon introduction parle dans un livre qu'il a écrit contre le communisme, et donc il explique tout ce qu'il a à dire contre le communisme, et à un certain moment, il parle de son village. Étudiant, il est rentré à son village, et il dit ceci. Lors de mes retours au village, et aussi bien plus tard, je demandais souvent à ma mère et aux autres kolkhosiens s'ils auraient accepté de reprendre une exploitation individuelle au cas où cette possibilité leur était offerte. Maintenant, tout le monde s'attend à un oui unanime, d'après ce qu'on connaît de la collectivisation. S'ils auraient accepté de reprendre une exploitation individuelle au cas où la possibilité leur était offerte. Tous me répondirent par un refus catégorique. Et plus loin, il dit, l'école du village ne comptait que 7 classes, mais elle servait de passerelle vers les écoles techniques de la région, qui formaient des vétérinaires, des agronomes, des mécaniciens, des conducteurs de tracteurs, des comptables. Plus loin, il y avait une école secondaire. Tous ces établissements et ces professions étaient des éléments d'une révolution culturelle sans précédent. La collectivisation avait contribué directement à ce bouleversement.
La structure de la population rurale se rapprocha de celle de la société urbaine. Tout ça en 10 ans. Je fus témoin de cette évolution dès mon enfance. Cette transformation extrêmement rapide de la société rurale fournit au nouveau système un soutien colossal dans les larges masses de la population. Ça, c'est un anticommuniste qui le dit dans un livre qu'il a publié en Allemagne à la fin des années 80. Le 8e point que je veux aborder, la 8e mérite de Staline dans l'histoire, c'est l'organisation des épurations qui ont créé les conditions de la victoire dans la guerre antifasciste. La guerre avec le fascisme était dans l'air, tout le monde savait qu'il viendrait depuis la moitié des années 30. Donc Staline avait très bien lu Mein Kampf, et donc il savait que pour les Allemands, le Lebensraum était à l'Est. Et que cette guerre viendrait, c'était une certitude. Alors Staline savait aussi que ce serait une lutte à vie et à mort. Que ce serait la guerre la plus terrible que l'humanité a jamais vue. Et à mesure que la tension montait et que cette guerre s'approchait, on voyait aussi toutes les forces anticommunistes se coaliser. Et donc c'est ce qu'on a vu se produire en Union soviétique, dans la société et dans le parti. Les opportunistes, les contre-révolutionnaires infiltrés dans le parti, les éléments dégénérés se sont coalisés contre la direction bolchevique. Et donc c'est dans ce contexte que les épurations de 37-38 ont été réalisées et qui ont réussi à éliminer en Union soviétique la 5e colonne, c'est-à-dire les forces sur lesquelles l'occupation nazie future comptait s'appuyer. Pour comprendre l'épuration, il faut avoir en tête certaines choses, certaines notions essentielles. Donc d'abord, il faut rappeler que cette Union soviétique est un pays féodal quand il s'engage dans la révolution socialiste. Mais donc les forces du tsarisme sont toujours très, très influentes. La religion orthodoxe est toujours influente. La bourgeoisie qui a été défaite est toujours là. La social-démocratie qui a soutenu la bourgeoisie dans la guerre civile est là. Les koulaks qui ont été matés sont toujours là. Et donc ces forces font une pression politique et idéologique sur les structures de l'État et sur le parti. C'était de toute façon les forces instruites avant. Alors qu'est-ce qu'on a vu se produire dans le parti? Je vais brièvement énumérer 4 phénomènes. D'abord, l'influence de la social-démocratie dans le parti bolchevique a toujours été importante. Il faut savoir qu'entre 1903 et 1912, bolcheviques et mencheviques cohabitaient plus ou moins dans le même parti. Il y avait des scissions, ils y revenaient, etc. Et donc l'influence des idées mencheviques réformistes s'introduisait aussi dans la fraction bolchevique du parti. Au moment de la révolution d'octobre, il y a 2 des chefs les plus éminents du parti bolchevique qui prennent en fait le chemin des mencheviks. C'est Zinoviev et Kamenev, qui trahissent et qui disent à la presse bourgeoise, à la presse menchevique, que Lénine et les autres fous veulent faire une insurrection le 25 octobre. Donc ils étaient tellement opposés à la révolution qu'ils ont jugé utile de dire dans la presse menchevique que le fou allait prendre le pouvoir. Donc l'influence social-démocrate existait dans le parti depuis ce moment. Un autre exemple, il y a un type qui s'appelle Georges Solomon. Il était vice-ministre du commerce et de l'industrie en 17. Donc c'était un bolchevique depuis 1903. C'est ce qu'on appelle un vieux bolchevique. Or, en 17 et 18,
il trouve que Lénine exagère et que son idée de faire le socialisme dans un pays arriéré agricole est du non-marxisme. Que c'est de l'aventurisme de vouloir éliminer la bourgeoisie. Et donc lui, il dit, la bourgeoisie a encore un rôle progressiste à jouer. Et donc c'est avec cette idée qu'il est dans le parti et qu'il est vice-ministre. En 1923, il a passé du côté de l'Occident en Belgique. Il a été en mission ici, il est passé de l'autre côté. Et ici, il a publié un livre qu'il a écrit juste après sa défection, qui est publié par le Centre international de la lutte active contre le communisme. Et donc là, vous avez en long et en large expliqué que l'Union soviétique vit maintenant dans l'esclavage et la terreur, et que des flots de sang humain coulent chaque semaine. Donc vous avez l'image du stalinisme, mais on est toujours sous Lénine. C'était un vieux bolchevique. Et donc vous pouvez lire son ouvrage, c'est très intéressant. Là, vous voyez les influences de l'idéologie social-démocrate, même parmi les dirigeants du parti bolchevique. Et vous voyez un type qui, déjà en 1923, passe du côté de la pire réaction. Le deuxième point que je veux souligner, c'est qu'il y a eu des éléments dégénérés qui sont devenus contre-révolutionnaires dans le parti. Et donc là, je veux parler de Trotsky, qui est la figure la plus marquante de cette tendance. J'ai déjà dit qu'il n'a jamais été bolchevique jusqu'en 1917. En 1917, il est entré dans le parti et en fait, il a gardé toute son idéologie anti-léniniste qu'il a développée depuis 1902-1903. Et très vite, il a commencé une polémique pour dire qu'en fait, c'est lui qui a vu le plus clairement les perspectives de la révolution. Et donc, il a essayé de remplacer le léninisme par le trotskisme. Il n'a presque pas eu de soutien dans le parti. Donc il y a eu un débat qui a duré 5 ans. Après 5 ans, il y a eu quelques pourcentages dans les votes. Et une fois qu'il a été renvoyé du parti, sa dégénérescence a été très vite. Je vais seulement dire quelques points clés qu'il faut absolument connaître pour juger le personnage. Donc, on commence déjà en 1934, donc c'est assez tôt. En 1934, il a une thèse qui est extrêmement intéressante à méditer. Donc, il dit ceci: la victoire de Hitler a été provoquée par la politique criminelle de l'internationale communiste. Sans Staline, il n'y aurait pas eu de victoire de Hitler. Donc c'est le communisme et c'est Staline qui sont responsables de l'arrivée au pouvoir de Hitler. Alors, conclusion, pour renverser Hitler, il faut, vous pensez maintenant, comme vous connaissez les trotskistes, qu'il faut faire un front uni large avec la social-démocratie, etc. C'est à ça que vous vous attendez. Pour renverser Hitler, il faut en finir avec l'internationale communiste. Donc il faut détruire l'internationale communiste pour être en mesure d'en finir avec Hitler. 2 ans plus tard, vous avez ceci. La guerre s'approche, on est en 1936, donc tout le monde parlait de la guerre à venir. La bureaucratie stalinienne est effrayée par la perspective de la guerre parce qu'elle sait mieux que nous qu'elle ne survivra pas à la guerre en tant que régime. Donc, première idée, s'il y a la guerre avec les nazis, de toute façon, Staline et sa clique, le parti bolchevique dirigé par la clique stalinienne, va tomber. Et ils le savent. On continue le raisonnement. Citation. Berlin, donc les nazis, Berlin sait à quel degré de démoralisation la clique de Staline a entraîné l'armée et la population. Staline continue à saper la force morale et la résistance du pays. Ces carriéristes sans honneur ni conscience vont trahir le pays dans les moments difficiles. Donc, depuis 1936, il fait la propagande pour dire que le peuple est démoralisé. Staline mine la force morale, il mine la résistance. Staline et les siens vont trahir dès le début.
Donc, il faut, quand vous avez en face de vous une guerre avec des fascistes, il faut faire cette propagande. Hein. Il faut dire, de toute façon, c'est foutu, ils vont trahir, ils vont s'en courir dès le premier moment, ces gens-là. Alors, on continue. Quelles sont ces conclusions? Il y en a deux. Donc il faut détruire la clique de Staline. Il y a deux méthodes pour le faire. Un, tu peux lui tirer une balle dans la tête. Deux, tu peux organiser une insurrection des masses pour renverser le parti bolchevique. D'abord, la balle dans la tête. Nous sommes maintenant en 1938. Staline détruit l'armée et piétine le pays. La haine s'accumule autour de lui, implacable, et une vengeance terrible est suspendue au-dessus de sa tête. Un attentat, c'est possible que ce régime, qui a exterminé les meilleures têtes du pays, appelle finalement contre lui la terreur individuelle. On peut ajouter qu'il serait contraire aux lois de l'histoire que les gangsters staliniens au pouvoir ne soulèvent pas contre eux la vengeance de terroristes désespérés. Donc Trotsky, il dit qu'il fait de la conspiration, qu'il faut travailler de façon conspirative dans le pays des soviets. Donc dire qu'un attentat contre Staline est dans la logique de l'histoire, que c'est possible qu'il va appeler finalement contre lui la terreur individuelle. Ce serait même contraire aux lois de l'histoire s'il n'y a pas de gens pour se lever et tirer une balle dans la tête de Staline. Donc ça s'appelle faire la propagande pour des attentats individuels. Puis il y a la propagande pour des insurrections pour renverser le pouvoir bolchevique et le parti de Staline. Il dit ceci textuellement: seule une insurrection du prolétariat soviétique contre l'infâme tyrannie des nouveaux parasites peut sauver ce qui subsiste encore des conquêtes d'octobre. Je tire votre attention sur les mots, l'infâme tyrannie des nouveaux parasites. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui lisent avec plaisir la presse fasciste. Mais donc, quand vous avez le langage des fascistes contre le communisme, c'est à peu près ça. L'infâme tyrannie des nouveaux parasites. Et donc, ici, on dit textuellement que pour sauver le pays, et pour sauver ce qu'on peut encore sauver de la révolution socialiste, il faut d'abord faire une insurrection du prolétariat pour renverser Staline et le parti. Et la même chose est répétée à un autre endroit. Il dit: la 4e internationale va mener les masses soviétiques vers l'insurrection. Les ouvriers, les paysans, les soldats de l'armée rouge et les marins de la flotte rouge se dresseront contre la nouvelle caste d'oppresseurs et de parasites. Donc il appelle l'armée, la flotte, les ouvriers et les paysans à se soulever. Donc pour celui qui fait de la politique, ça s'appelle être un provocateur au service des nazis. Le troisième facteur dont je veux parler, qui se trouve dans le parti, donc il y a des tendances social-démocrates, il y a des éléments dégénérés contre-révolutionnaires. 3, il y a des ennemis qui se sont infiltrés consciemment dans le parti. Ici, vous avez, je ne vais pas m'attarder, mais vous avez Boris Bajanov. Il avait 19 ans quand la révolution éclate. Il écrit en 1930 qu'à 19 ans, il a compris qu'il n'y avait pas moyen de combattre le bolchevisme de façon ouverte. Et que la seule façon de le combattre, c'était de l'infiltrer et de le détruire de l'intérieur. En 4 ans, le jeune Boris est arrivé au bureau politique du parti bolchevique. Il n'était pas membre, mais il était le secrétaire de Staline. Et comme secrétaire de Staline, il prenait les notes du bureau politique. Ça dit quelque chose sur la situation de l'époque. Mais vous avez un anticommuniste qui s'affirme anticommuniste, qui dit qu'il va entrer pour le détruire, qui est en 4 années au bureau politique. Autre exemple, dans le livre que John Scott, un Américain qui a travaillé à Magnitogorsk, écrit, il donne une scène où il y a un directeur d'une usine qu'à Magnitogorsk, il découvre son passé. Parce qu'il y a un autre ex-paysan qui vient de l'Ukraine, d'où vient le type Tchevchenko, et qui dit: mais celui-là, je le connais. Pendant la guerre civile, il était gendarme chez les Blancs.
Donc c'était un ancien koulak, un ancien gendarme qui avait lutté par les armes à la main contre les bolcheviks et qui s'était aussi reconverti en bolchevique. Il était très dynamique. Pour se reconvertir en bolchevique, tous les contre-révolutionnaires avaient une piste bien claire. Ils quittaient la campagne et ils entraient dans les usines ou sur les chantiers. C'est-à-dire ils devenaient ouvriers. Et après 2 ans, ils étaient ouvriers. Et l'ouvrier était bien vu. Et ouvrier cultivé, ouvrier dynamique, il est entré dans l'université des directeurs rouges. Donc des ouvriers capables, on les a envoyés dans une université spéciale pour devenir directeur d'entreprise. Comme ça, il est devenu directeur des entreprises socialistes. Il est entré dans le parti, bien sûr. Troisième exemple, c'est l'organisation de Tokayev. Tokayev était un colonel de l'armée rouge. Il a écrit un livre quand il est passé en Occident en 1948. À 22 ans, il était membre d'une organisation anticommuniste clandestine opérant dans le parti et dans l'armée rouge. Et donc, pour ceux qui disent que quand même Staline, il a exagéré et c'était de la folie ce qu'il a fait, il faut lire ce livre-ci. Donc, il est anticommuniste, il est passé à l'Occident et il explique sa lutte. Il parle de de plusieurs dizaines d'officiers supérieurs de l'armée rouge, dont le numéro 2 du département de politique, Ossepian, le général Ossepian, qui était à la tête de son organisation. Et donc il dit comment ces officiers, ces généraux, ces colonels se réunissent, organisent des manœuvres, des complots, préparent des attentats, préparent des insurrections. C'est ça leur travail. Pendant les épurations, presque toute son organisation va être prise et fusillée. Ils seront fusillés avec les militaires autour de Tukhachevsky. Donc Tukhachevsky était un ancien général de l'armée rouge, de l'armée tsariste, qui est devenu le chef de l'armée rouge, qui était un militaire très capable, mais qui est devenu un réactionnaire et un bourgeois. Et autour de Tukhachevsky, on a vu se regrouper dans l'armée toutes sortes d'éléments contre-révolutionnaires. Et ce qui est fantastique à ce livre, c'est que tu as quelqu'un qui, de l'intérieur, défend ce qu'il a fait et qui vous donne un tableau extrêmement saisissant de l'activité des anticommunistes à la tête de l'armée. Alors, ces anticommunistes à la tête de l'armée et à la tête du parti, leur chef était membre du comité central. C'était un militaire membre du comité central. Il l'appelle Comrade X. On n'a pas trouvé qui c'est faisable, mais il faut du temps. Alors, ces gens étaient en liaison avec, et c'est la 4e catégorie, les opportunistes qui étaient dans le parti. Et les opportunistes, c'est essentiellement Boukharine. Boukharine a été critiqué pour ses déviations sociodémocrates depuis 1928. Mais Staline l'a laissé à la tête du parti. On dit souvent que Staline, dès qu'il y avait quelqu'un qui avait des divergences, on le mettait à la porte et on le fusillait. Tout ça, c'est des bêtises. Boukharine, il a fait des erreurs monumentales dans le domaine politique, mais il est resté à la tête du parti. Il a été critiqué en 28, en 29, au début des années 30. Et donc, il n'a été arrêté au moment où c'était prouvé que Boukharine, à la tête du parti, maintenait des liaisons avec les comploteurs militaires. Et donc ça aussi, c'est exprimé dans le livre de Tokayev, leur liaison en tant que groupe de conspirateurs anticommunistes avec les fractions opportunistes du parti. Eunoukidze, Boukharine et beaucoup d'autres. Alors, cette coalition de 4 forces menaçait directement la nature révolutionnaire du parti. Et dans une crise grave, ces 4 forces pouvaient renverser la direction du parti. Il faut savoir aussi que les Allemands ne chômaient pas non plus. Les Allemands ont infiltré leurs gens, ont recruté des agents en Belgique, en France, par centaines et par milliers. Quand ils sont arrivés ici, tout à coup on a vu qu'ils avaient les gens partout, dans tous les échelons. Donc ils avaient bien préparé leur agression. Or, Hitler, il parle depuis 1925 que l'objectif numéro 1, c'est l'Union soviétique dans Mein Kampf. Donc on peut présumer que l'effort pour infiltrer, pour recruter en Union soviétique a été beaucoup plus considérable encore que ce qu'il a été chez nous.
Et donc que la 5e colonne et les gens qui étaient liés à la 5e colonne étaient plus importants en Union soviétique que chez nous. Or, dans les épurations, c'est cette 5e colonne qui a été exterminée. Il n'y a pas eu de 5e colonne en Union soviétique. Et c'est pour ça que l'Union soviétique, dans une situation qui était tendue à l'extrême, a pu de justesse tenir le coup. Mais maintenant, on pense que c'était évident que l'Union soviétique résisterait et gagnerait la guerre. Ce n'est pas du tout si évident. Donc il y a eu des moments extrêmement dramatiques. Et donc s'il n'y avait pas eu l'épuration, si une partie de la 5e colonne s'était maintenue, on peut penser que l'Union soviétique aurait pu chuter. Le 8e point que je vais parcourir en vitesse, le 9e point, excusez, c'est la contribution décisive de Staline à la guerre antifasciste et à la victoire contre le fascisme. Donc sans Staline, le fascisme aurait été, sans Staline et sans l'Union soviétique, le fascisme aurait été vainqueur dans le monde entier. Il n'y a aucune force qui aurait pu être en mesure de le détruire. L'apport essentiel de Staline à la guerre antifasciste, on peut le situer à au moins 4 niveaux. Je vais simplement parcourir. D'abord, la préparation économique. Si l'Union soviétique n'avait pas une industrie moderne réalisée dans un tempo forcé, il n'aurait pas su résister. Zhukov, il a écrit ses mémoires et ça vaut la peine d'être étudié. Parce que Zhukov était un anti-stalinien. C'est Zhukov qui a fait le coup d'État de Khrouchtchev. Donc quand il fait ses mémoires en 70, c'est une source qui n'est pas suspecte d'être favorablement préjugée envers Staline. Il était le plus important des anti-staliniens dans l'armée et l'allié principal de Khrouchtchev. Mais donc, dans ses mémoires, il dit « On doit avouer que Staline a tout fait ce qui était humainement possible pour réaliser les bases économiques, pour édifier les bases économiques qui nous ont donné la possibilité de construire plus de 100 000 chars modernes et plus de 130 000 avions de combat modernes. » Il faut aussi savoir que dans les 3-4 années avant la guerre, à partir de 1938, l'industrie a une croissance de 13%, mais l'industrie militaire a une croissance de 44%. Donc l'industrialisation forcée continue, mais donc on force vraiment à la limite du possible dans le domaine militaire. Donc tous ceux qui disent que Staline n'a pas vu venir les Allemands, qu'il avait confiance en Hitler, c'est de la propagande de ceux qui étaient de l'autre côté. 2, Staline a préparé la guerre et la victoire contre les fascistes dans le domaine de la diplomatie. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, Staline était le seul qui en a tiré les conclusions. Et il a proposé à la Tchécoslovaquie, à la France, un pacte contre les fascistes. La Tchécoslovaquie et la France ont conclu des accords en 1935. En 1938, Hitler prend l'Autriche. Et alors la France et l'Angleterre et l'Italie fasciste et Hitler se réunissent à Munich. Ils laissent l'Union soviétique en dehors et ils décident en fait de liquider la Tchécoslovaquie.